Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les réactions en Centrafrique après le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Déployée dans le pays en 2014, la mission onusienne fait l'objet de multiples critiques, notamment de la part d'une partie de la population qui exige son départ. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine en Afrique du Sud. L'événement qui a ouvert ses portes ce lundi se tient jusqu'au 21 novembre. Nous serons à Durban dans ce journal. Et puis retour sur les éliminatoires du Mondial 2022 Zone Afrique. Parmi les équipes qualifiées pour les barrages figurent notamment le Cameroun, l'Algérie ou encore le Sénégal. Les détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée africaine. Après le Kenya, où il y a rencontré le président Uhuru Kenyatta, Anthony Blinken s'est envolé pour le Nigeria. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce jeudi à Abuja. Au programme de sa visite, un entretien avec le président Muhammadu Buhari. Les deux hommes se sont notamment penchés sur l'épineuse problématique des violences policières, et ce, 1 an après les manifestations du mouvement End SARS. Des questions d'ordre sécuritaire étaient également au menu des discussions. À cet effet, les États-Unis vont livrer 12 hélicoptères au Nigeria, et ce en vue de soutenir les autorités à lutter contre la menace terroriste dans la région du lac Tchad. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait renouvelé son mandat le 12 novembre dernier. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique poursuit ses opérations dans le pays, et ce jusqu'au 15 novembre 2022. Un renouvellement loin de faire l'unanimité, y compris dans les rangs du pouvoir. Plus de précisions avec Nathalie Mo. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, est affaiblie mais reste en poste pour un nouveau mandat d'1 an. La mission de paix onusienne affiche un bilan mitigé après 7 ans de présence en République centrafricaine. Le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni et une frange de la population ont critiqué l'action des casques bleus, les accusant d'avoir échoué à briser le cycle des violences dans le pays. Il faudrait rappeler que la sécurité du territoire et des personnes incombe en premier lieu à l'État. Mais dans le cas centrafricain, la défaillance de l'État a fait en sorte que la MINUSCA soit investie de cette mission. Et en dépit de la recrudescence des attaques, la MINUSCA a mené quand même de nombreuses actions de stabilisation, d'anticipation, de dissuasion et même des mesures temporaires d'urgence comme des arrestations qui ont contribué à l'instauration de la paix relative observée en RCA aujourd'hui. Aujourd'hui, la MINUSCA intervient encore dans la facilitation de la mise en œuvre de l'accord de paix de Khartoum. Mais le peuple centrafricain peine à digérer l'échec de l'opération Soukoula en 2018. Pire, le 8 novembre 2021, la justice portugaise a révélé des soupçons de trafic de diamants menés par des militaires déployés par le Portugal. Autant d'exemples qui érodent la confiance des Centrafricains vis-à-vis des casques bleus. Depuis de cette crise de confiance entre la MINUSCA, le gouvernement et la population, je pense que ces trois acteurs mettront de côté leurs dissensions pour leur intérêt réciproque. Chaque acteur devra jouer sa partition en vue d'atteindre l'objectif qui leur est commun, à savoir la sanctuarisation et la pacification durable du pays. Selon le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, la sécurité de la population centrafricaine relève en priorité de la responsabilité du gouvernement. Ce même gouvernement qui réclame désormais la réforme de la mission onusienne. La solution selon les autorités centrafricaines pour faire taire les clameurs et manifestations des populations. L'actualité, c'est aussi le renforcement de la présence militaire belge au Mali. D'ici 2022, la Belgique envisage de déployer dans le pays d'Afrique de l'Ouest 255 militaires, et ce en fonction de l'évolution de la situation politique et sécuritaire. Un déploiement possible alors que le retrait de l'opération Barkhane se précise. L'information a été confirmée par le commandant Van Belleghem, conseiller militaire de la ministre belge de la Défense. La même source précise que c'est un sous-groupement tactique interarmes qui va être déployé. Il fera partie de la Task Force Takuba, un groupement des forces spéciales européennes chargé d'aider l'armée malienne à lutter contre le terrorisme.
La foire commerciale intra-africaine se poursuit en Afrique du Sud. Plus de 10 000 participants sont attendus pour cet événement d'envergure organisé à Durban. Un rendez-vous où l'industrie automobile a toute sa place. Notre correspondant Ange Bijounomagno est allé à la rencontre des acteurs de ce secteur qui ont dévoilé leurs objectifs pour le continent. L'automobile fait partie des nombreux produits de consommation dont raffolent les Africains. Mais la réalité, c'est que l'Afrique consomme plus qu'elle ne produit. Et selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, la production annuelle africaine est estimée à seulement 1,5 million de véhicules par an. Cette problématique fait donc partie des sujets qui doivent être discutés au cours de cette foire commerciale intra-africaine qui a lieu actuellement à Durban, en Afrique du Sud. Si on fait une petite estimation, 1,2% des automobiles sont construites en Afrique, alors que nous occupons 7% de la population mondiale. Nous avons donc une grande opportunité à exploiter. Avec un marché de l'automobile qui est estimé à environ 1 million de véhicules, nous devons atteindre un potentiel de 4 millions de véhicules construits d'ici 2025. La production africaine d'automobiles, qui est estimée à un peu plus d'1 million de véhicules par an, reste concentrée dans 4 pays. L'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ces 4 pays sont bien représentés à cette foire commerciale intra-africaine de Durban. Ils doivent pouvoir partager leur expérience pour que la construction soit totale sur le continent. L'Afrique du Sud a beaucoup à offrir parce qu'elle a une politique qui consiste à développer l'industrie de l'automobile pendant plusieurs années. Et c'est ce que nous apportons sur le continent par le partage d'expériences et des politiques nécessaires au développement de l'industrie. Les instruments que sont la zone de libre-échange continentale et la foire commerciale intra-africaine sont de véritables catalyseurs pour l'industrie de l'automobile en Afrique. L'objectif, entre autres, c'est de pouvoir éliminer les taxes douanières et opérer un transfert de compétences. Ange Bijounomagno, envoyé spécial d'Africa 24 à Durban, en Afrique du Sud. Le Zimbabwe n'obtiendra pas de soutien financier de la part du Fonds monétaire international. Si l'institution salue les efforts des autorités pour freiner l'inflation, elle mentionne une dette insoutenable. Un véritable coup dur pour le pays d'Afrique australe, étranglé par une dette publique évaluée à un peu plus de 11 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. Les détails avec Samantha Sabero Sabubanga. Pas de soutien financier du Fonds monétaire international FMI au Zimbabwe. À l'issue d'une mission d'un mois dans ce pays, le FMI affirme ne pas être en mesure d'apporter un soutien budgétaire au Zimbabwe en raison d'une dette insoutenable et d'arriérés. L'information émane d'un communiqué de l'institution de Bretton Woods paru mardi 16 novembre. Ce pays d'Afrique australe cumule au total une dette de 9,3 milliards d'euros, dont près de 6 milliards d'arriérés. Le Zimbabwe n'a jamais eu des relations de bonne qualité avec les institutions de Bretton Woods. C'est peut-être bien et peut-être mal pour eux, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans les institutions de Bretton Woods. La raison pour laquelle le Zimbabwe et les institutions de Bretton Woods n'ont pas de bonnes relations, c'est que le Zimbabwe veut en faire ses dirigeants, mais surtout pour le compte et pour le bien du peuple zimbabwéen. Tout le monde se souvient des dégâts que certains pays africains ont eus de par les orientations trop dirigistes des institutions de Bretton Woods. À partir du moment où vous n'êtes pas très obéissant, les institutions de Bretton Woods ne s'alignent pas avec vous. Le Zimbabwe a souffert pendant plus d'une décennie d'hyperinflation et de récession, mais la hausse des prix a commencé à montrer quelques signes de ralentissement. Il y a une vingtaine d'années, sous l'ère de l'ancien président Robert Mugabe, le Zimbabwe est tombé en défaut de paiement. À son départ, il a laissé derrière lui une économie exsangue minée par le chômage, le manque d'argent liquide, d'essence et même d'électricité et d'eau. Et je crois simplement que le Zimbabwe est aujourd'hui dans une situation où financièrement il est faible, mais tient sa tête droite pour être à mesure de travailler en fonction de ce que est l'avenir le plus prometteur du peuple zimbabwéen vu par les dirigeants zimbabwéens. Je pense simplement qu'à partir du moment où on n'est pas prêt à courber les chines, il est important de trouver des alternatives. Et aujourd'hui, le Zimbabwe a des atouts pour être à mesure de regarder la finance
sciences alternatives dans le monde. Le privé est le secteur dans lequel le Zimbabwe devrait être en mesure de se tourner, améliorer son attractivité pour être en mesure d'accueillir des investisseurs de tous bords. En septembre 2021, le gouvernement a annoncé avoir fait des versements symboliques à quelques créanciers. Bien que l'institution financière ait noté ses efforts significatifs du Zimbabwe, il lui reproche toutefois de n'avoir ni vision claire de la restructuration de sa dette ni d'assurance d'ajustement de la part de ses créanciers. Les exportations sont en hausse au Kenya. Entre janvier et août 2021, elles ont augmenté de 15,6% par rapport à la même période en 2020. Une progression qui, selon la Kenya Export Promotion and Brand Agency, s'explique en partie par un assouplissement des restrictions mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mildred Yamou. Les recettes totales issues des exportations du Kenya ont atteint environ 4,37 milliards de dollars pour la période allant de janvier à août 2021 contre 3,78 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période en 2020. Selon un rapport gouvernemental publié le 16 novembre 2021, ces chiffres représentent une hausse de l'ordre de 15,6% des exportations du pays entre janvier et août 2021. Avec le frémissement de la reprise économique dans le monde malgré la persistance de la pandémie, le Kenya mène une politique volontariste et agressive pour acquérir de nouvelles parts de marché dans un monde de plus en plus concurrentiel. Le Kenya est un pays qui compte en Afrique et sur lequel il faudra compter dans l'avenir. Cette augmentation des exportations s'explique par le fait que le Kenya a un savoir-faire dans le domaine agricole et maintenant un acteur respecté dans les technologies de l'information et de plus en plus dans l'industrie. Les statistiques de l'Agence kenyane de promotion des exportations montrent que les principaux produits d'exportation du Kenya comprennent les produits horticoles, le thé, les vêtements, le café, les minéraux, les produits pétroliers, les graisses animales et végétales, les machines et pièces détachées, les produits sidérurgiques ainsi que les produits pharmaceutiques. Les principaux marchés d'exportation des produits kenyans sont l'Ouganda, la Grande-Bretagne, le Pakistan, la Tanzanie et l'Égypte. Le Kenya devra continuer à diversifier son industrie et promouvoir ses produits et d'aider les femmes à mieux s'insérer dans le tissu industriel et économique puisqu'elles disposent de véritables savoir-faire et elles sont très dynamiques et entreprenantes. L'Agence kenyane de promotion des exportations attribue cette hausse des exportations aux efforts déployés par les autorités kenyanes pour réduire sa dépendance sur les marchés agricoles volatiles. L'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 sur les marchés de destination d'exportation ainsi que les efforts de diversification des exportations justifient également cette embellie, indique l'agence. L'actualité sportive à présent avec un point sur les équipes qualifiées pour les barrages du Mondial 2022 dans la zone Afrique. Le Cameroun ou encore la Tunisie sont parvenus à décrocher leur billet. Notons que le tirage au sort de ces barrages aura lieu le 18 décembre prochain. Les précisions de José Douglas. Et des grands gagnants avec d'abord le groupe A où l'Algérie confirme après son titre à la dernière CAN. 6 matchs, 4 victoires et 2 nuls. En 2021, il y a eu un renouveau. Il y a eu des joueurs qui sont venus, des joueurs locaux comme des binationaux. Cette équipe, elle a fait ce groupe parce que c'était un groupe au départ. Il y avait à peu près une trentaine de joueurs. Belmadi a réussi à en faire une belle équipe. Autre qualifié, la Tunisie qui est là et finit avec 13 points. Le Nigeria de Gernot Rohr qui valide aussi son billet lors du dernier match. Le Cameroun qui brise les espoirs de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, la plupart des observateurs du monde entier pensaient certainement que les éléphants de la Côte d'Ivoire devaient éliminer le Cameroun parce que le Cameroun n'a pas forcément des noms ronflants au sein mondial, à part par exemple des joueurs comme Eric Marc Choupo-Moting, André Onana, Zambo Anguissa, Kaltoko Kambi et j'en passe. C'est pour ça que les noms ronflants qui étaient du côté de la Côte d'Ivoire avec des caissiers, les Gradel, les Syriens, les Bailly, donc on n'imaginait pas, et surtout Nicolas Pepe, on n'imaginait pas le Cameroun dompter la Côte d'Ivoire. Mais quand on fait la rétroprojection historique entre Camerounais et Ivoiriens, on doit reconnaître et le savoir que la Côte d'Ivoire n'a jamais gagné au Cameroun dans le pays des lions indomptables du Cameroun. Le Mali avec 6 matchs, 5 victoires et 0 but encaissé. L'Égypte qui n'a pas perdu un seul match non plus. Le Ghana qualifié mais connaît une baisse de régime. Le Sénégal 6 matchs, 1 nul et 0 défaite. Et le record pour le Maroc, 6 matchs, 6 victoires. Et enfin la RDC
dont le résultat est soumis à une décision de la FIFA le 23 novembre, après la plainte du Bénin. Enfin, là où le bas blesse, ou là où est le problème, c'est le nombre d'équipes qualifiées pour les 6 confédérations à l'occasion de ce mondial 2022. Donc, 32 formations seront au Qatar. Pour l'AFC, c'est-à-dire l'Asie, 4 ou 5 qualifiés, en plus du Qatar. Pour la CONCACAF, l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes, 3 ou 5 qualifiés. CONMEBOL, l'Amérique du Sud, 4 ou 5 qualifiés. Pour l'OFC, l'Océanie, une équipe qualifiée. Pour l'UEFA, l'Europe, 13 équipes qualifiées. Et pour la CAF, la Confédération africaine de football, 5 qualifiés. Pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada, aux USA et au Mexique en 2026, la FIFA prévoit 48 équipes et 9 pour notre confédération, soit 4 de plus. Nous verrons si les promesses seront tenues. Quant aux têtes de série pour les barrages, il s'agit de l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.